Parashat Toldot. Donc, c'est la grande paracha de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, qu'est-ce qui a divisé le monde, l'histoire, après que Abraham Avinu, Messieurs, un petit lin, s'il vous plaît. après que Abraham Avinu, Yitzhak ont fait le travail de base, il fallait maintenant prendre le flambeau et compléter le troisième pied de la table. C'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. Mais là, les deux enfants se sont divisés et Yaakov est allé d'un côté, Esav de l'autre. Et il y a eu une haine, une sin'a, la haine qui s'est installée. Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov et ça peut continuer jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a séparé entre les deux frères? On a toujours, on n'a pas beaucoup le temps, donc les deux grandes lignes de la paracha, c'est premièrement à comprendre pourquoi Esav, entre guillemets, a l'air d'avance d'être destiné à la faute. Déjà, quand Rivka passe devant les maisons de l'idolâtrie, ça bouge d'un côté. Il y a Esav qui veut sortir. Est-ce que Esav n'avait pas de libre arbitre? Ça, c'est la première grande question qui revient. Oui, c'est marqué dans le Midrash que chacun des patriarches, Abraham et Yitzhak, ont dû se débarrasser de leur psolète. Dans leur caractère, dans leur grandeur, il y avait des déchets et la psolète de Abraham, la psolète de Yitzhak. Et donc oui, on exprime un petit peu dans le Midrash que c'était un côté négatif qui sortait des Havot dont il devrait se débarrasser. Mais la page toute elle est que Esav avait quand même un libre arbitre et les psukim vont toujours reprocher à Esav les choix qu'il a fait. Vont lui reprocher. Surtout, la question se développe, et c'est le deuxième point de la paracha, comment ça se fait que Yitzhak a voulu à tout prix donner les brachot à Esav. Et surtout, ça nous fait trembler quand on lit c'est quoi les brachot. Ou vraiment, quand on lit, on dit quoi? Il voulait que Yaakov soit le serviteur de Esav. C'est quoi? Il voulait tout donner à Esav, c'est quand même étonnant. Et nos chachamim disent que Esav trompait son père. Et Kitsaïd Bepiv, il lui a amené du gibier dans la bouche. Rashi explique deux explications. Ou Kitsaïd Bepiv, c'est qu'il lui a amené du gibier. Chaque fois, il allait, il attrapait des bêtes, il faisait de la viande, il lui grillait, il lui cuisinait. Il avait un grand kiboud avahem, il lui a amené. Et c'est quand même étonnant de dire que c'est ce qui a joué sur un si grand choix dans la vie du monde, de donner les brachot parce qu'il lui amène du gibier. Surtout avec qui on a affaire? Avec Yitzhak, qui est Midat Adin, qui est la rigueur. Même quand il donne les brachot à Yaakov, il lui dit Veiten lecha ha Elokim, que Dieu te donne. Si tu mérites, Elokim c'est Midat Adin, c'est la rigueur. Si tu mérites, il va te les donner. Si tu ne mérites pas, il ne va pas te les donner. Veiten lecha ha Elokim. Alors, est-ce qu'on peut dire que du gibier va jouer sur la rigueur? Et le deuxième pirouge dans Rashi, Kitsaïd Bepiv, c'est qu'il trempait son père en lui disant comment on fait les prélèvements, le maaser, du sel et de l'eau. Et avec ça, il trempait son père. Et ça aussi, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas appris les bases, que sur de l'eau et du sel, on ne donne pas le maaser. Ce qui ne pousse pas dans la terre n'a pas de maaser. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a pas appris à l'école. Donc, Esav, en posant ces questions, il se rendait ridicule. Comment peut-on dire que par ces questions même, il trempait son père? C'est le grand sujet de la paracha.
On va essayer de donner un petit peu en bref, hein, on est Rosh Chodesh qui se lève, des petites réponses en bref et des explications. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Quand la Torah veut définir ce qui a divisé Yaakov et Esav, elle nous raconte comme ça, que jusqu'à l'âge de 13 ans, personne ne savait faire la différence. Dans la vie, les bons et les droits chemins, on ne les dévoile pas au début. On les voit qu'à la fin. On les voit que très très loin. Quand deux trains sortent de la gare de Lyon et tu ne vois pas où est la différence, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu retrouves un d'un côté de la France, un de l'autre côté, c'est là où tu t'aperçois. Il dit Rashi, jusqu'à l'âge de 13 ans, Yaakov et Esav, tout le monde les pensait qu'ils étaient les mêmes. À l'âge de 13 ans, le jour même où est mort Abraham Avinu, où Yaakov va faire le bouillon de lentilles rouge qui a attiré Esav, qui l'a excité. Ce jour-là, pourquoi est mort Abraham Avinu 5 ans avant? Pour pas qu'il voit ce que ce jour-là a fait Esav. Ce jour-là, Esav, il est parti, il a fait les 3 plus grands péchés au monde. Il a tué Nimrod, il a fait les plus grands péchés au monde. Et Hachem, il a réduit la vie de Abraham Avinu pour pas qu'il voit son petit-fils aller dans ce chemin-là. Et qu'est-ce qui a divisé les deux? La Torah est dit comme ça. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov était un homme vrai, simple, et il s'asseyait tout le temps dans les tentes. C'est quoi les tentes? Il dit Rashi, le Beth Amidrash de Shem et de Héber. Yaakov, il était toujours dans des cours. Et Esav, Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. C'est quoi un homme de champ? Il dit c'est un homme battel, un homme qui ne fait rien, se trouve dans les champs et il cherche à s'occuper en faisant de la chasse. Est-ce que ces deux caractères-là font la différence entre Yaakov et Esav? Le Targum, en araméen, quand il traduit, c'est quoi? Yaakov Ishtam. Il dit Yaakov Tava Ulpan. Yaakov, il réclamait. Le mot Tava, c'est réclamation. Il réclamait de l'étude. Il n'était pas là assis uniquement au Beth Amidrash jusqu'à 13 ans. Il réclamait l'étude. Esav était là, battel, sans rien faire. Il n'était pas intéressé. Ça, c'est la racine de ce qui va faire les différences entre Yaakov et Esav. Et là, vont nous expliquer les Mefarshim que Bémet, Esav, il avait son libre arbitre. Sauf que on a donné 2 rôles différents. Alors peut-être que Shabbat, on va plus développer, mais on a donné 2 rôles différents à Yaakov et Esav. Yaakov devait être le Rav, l'étudiant, celui qu'on appelle Issachar. Issachar, Vayar Menucha Kitov, il a vu que la tranquillité, c'est bien. Tranquillité ne veut pas dire le rien faire. Nous a déjà expliqué Rav Shimshon Raphaël Hirsch que la liberté n'est pas de rien faire, d'être libre sans rien faire, parce qu'il n'y a pas une plus grande souffrance et une plus grande servitude à ces mauvais caractères que de ne rien faire. La liberté, c'est être capable de faire ce que j'ai choisi de faire. Mais un enfant qui dit à ses parents, ça y est, je veux être un homme libre et je ne veux plus aller à l'école, tout de suite tu lui dis, tu ne deviens pas libre, tu seras un gros serviteur, tu devras aller travailler au marché, lever des caisses tous les jours, parce que tu n'as rien appris. Ça c'est, j'amène ça en tant qu'exemple, mais ça veut dire, Issachar, il a vu que la tranquillité, elle est bonne, ça veut dire qu'il a préféré, plutôt que travailler dur dans le matériel, Vayet Shirmol Isbol, il a mis ses épaules pour porter le Hol Torah, le joug de la Torah, comme un chamor, comme un âne, qui porte comme ça des charges, et que il s'arrête pas pour dormir, il voyage d'un endroit. Avant l'âne, c'était le transporteur. Alors Issachar, c'est un chamor garem, il a décidé. Et Zevulun était son frère, presque jumeau, on a presque envie de dire. Son frère presque jumeau, et il était attaché à Issachar. Il allait faire du business, il allait pour monter les institutions de la Torah.
C'était le rôle qui s'est partagé de base entre Yaakov et Esav. Donc, Esav, son caractère puissant, et c'est ce caractère qui a beaucoup plu à Yitzhak, dans le sens où quand il lui disait comment on fait le maaser de l'eau et du sel, c'était une façon de dire comment je peux sanctifier le matériel, comment je peux donner un sens à des choses où la Torah n'a pas donné le maaser. L'argent, la récolte, on prélève, et avec ça, on permet à la Torah de se développer. Mais comment je fais avec le sel et l'eau? Alors, c'était pas une question... Quel plaisir! C'était pas une question par ignorance. Je me rappelle quand tu étais là il y a quelques années. C'était pas une question par ignorance, c'était une question d'une façon de dire comment je peux sanctifier le matériel. Et donc Yitzhak, il a trouvé dans ça que Esav, oui, il va dans son rôle. Oui, il va dans la bonne direction. Il veut, voilà, quand il lui a amené du gibier, ça veut dire quoi du gibier? C'est pas que Yitzhak cherchait à manger des bonnes choses, c'est qu'il disait à Yitzhak, toi tu restes et moi je m'occupe de toi. Moi, mon rôle, c'est d'aller dehors, le travail de l'extérieur, d'amener pour construire la Torah, pour donner une place aux Talmidei Chachamim, aux Kolelim, aux Yeshivot. Aux Yeshivot. Hier, j'étais en train de faire un nouveau devis pour les repas des Bachourim. Et aujourd'hui, là, tout a augmenté. Le traiteur, il me dit, je ne peux pas te faire comme il y a 3 ans. On est dans des autres prix. Je lui dis quoi, mais 2 € de plus par part, c'est quand même... Mais il y a un travail à faire. Ça, c'était le rôle. Donc quand il amenait du gibier à son père, c'était une façon de montrer. Pour ça, il faisait un beau kiboud avahem. C'était sa manière d'exprimer. C'était ça le libre arbitre de Esav. Mais le problème était très profond. Que ça peut marcher rien que si celui qui est dehors, il est aussi dedans. Que Zevouloun venait étudier la Torah. Il respectait son frère. Il le mettait en valeur. Il sentait la chance qu'il a de pouvoir établir la Torah par l'intermédiaire de son frère. Il sentait. Et lui-même, il venait étudier. Mais il y avait un problème de fond. Esav, venez Bechavod, il nous reste 5 minutes. Esav était un homme qui s'ennuyait. Ça veut dire quoi? Il y a un vrai problème, et c'est ça la chose que je veux, le chizouk qu'on peut prendre aujourd'hui. Quand quelqu'un n'a rien à faire, alors il va aller chercher ailleurs pour faire quelque chose. Un homme ne peut pas rester sans rien faire. Donc s'il ne fait pas les bons choix, comme on nous dit le Gaon de Vilna, si un homme n'est pas toujours en train de monter, d'évoluer, forcément il est en train de régresser. Et pas parce qu'on est dans un monde avec des influenceurs, pas parce qu'on est dans un monde avec des appareils et des choses, parce qu'un homme, il est holech, il est actif dans sa nature. Et si il est battel, et ça, il était sans rien faire, alors forcément, il allait chercher faire du gibier. Mais attraper du gibier, ça ne peut pas satisfaire une personne. Donc, il a couru après Nimrod, il a tué, il lui a pris ses vêtements, les vêtements qui venaient depuis Adam Arishon. Il s'est mis dans un mauvais programme. Le Zevouloun, quand il va travailler, tu entends Tzadik, le Zevouloun, quand il va travailler, c'est pas qu'il va travailler parce qu'il n'aime pas étudier, c'est parce que justement, il y trouve dans le travail un moyen de faire son monde, sa vie, sa famille, et bien sûr, établir le monde de la Torah. Comment on fait? On a fait dans les Shiva Brachot. Tout la prochaine, en 7 jours, là, on a fait les Shiva Brachot pour Elchanan. Et la première bracha, c'est chez Akol. À la fin des Shiva Brachot, j'ai dit, mais c'est incroyable. La première bracha, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son honneur. C'est ça notre richesse, c'est qu'on a la chance d'être les vecteurs, d'être ceux qui s'occupent de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre grandeur. Chez Akol Bara Lichvodo. Et ça devrait être le rôle de Esav. Et là, Yitzhak avait raison de lui donner les brachot. Il lui a donné tous les brachot. Yaakov n'a pas besoin de brachot. Il reste dans la tente, il étudie. Ce qu'il aura besoin, Hachem, il va lui donner. Veiten lecha Elokim, si tu mérites, si tu mérites. Tout était déjà Messoudar. Et là, je touche un point supplémentaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
On a encore juste quelques minutes. La pnimiout et la chitzoniout. Dans chaque chose, il y a le côté intérieur et le côté extérieur. Le côté extérieur, il est très dangereux parce qu'il peut nous amener vers le mensonge et vers le vide. Mais il a sa place. Il a sa place. Tout le côté extérieur. Même le vêtement, il a sa place. Le matériel, l'argent, tout. Chaque chose a sa place. Mais si tu te focalises sur l'extérieur, tu risques de ne pas trouver et de te perdre. Esav, c'est celui qui était comme, Rachid dit, comme un chazir. Je ne veux pas traduire. Et il met ses doigts et dit, regardez, j'ai les sabots fendus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tu rumines ou tu rumines pas? C'est tout pourri à l'intérieur. Et ça, Yaakov, il ne s'est pas construit au Beth Midrash. Il était battel, il s'est ennuyé. Issachar, il se construit au Beth Midrash. Il est attaché, il appelle Yaakov, j'ai des questions de halakha dans le business. Et il vient étudier chez Yaakov. Il sent la chance, le bonheur que son frère, il est là. Comment il dit là-bas? Smar, Zevulun, Betzetecha. Avant d'aller travailler, tu peux être déjà réjoui parce que toi, ta part, tu l'as déjà réussi. Parce que puisque Issachar est en train d'étudier, avant que tu lui amènes, c'est le Kolelman, tu as déjà ton Sachar, ça y est, tu as gagné ton business déjà, un smart, tu peux te réjouir. Ça, la pnimiout. Quelqu'un, il m'a dit un très beau pirouche en Eretz Israël. Je vais le dire aujourd'hui, mais je pense travailler dessus un peu Shabbat. Il m'a ramené au nom de Rav Galinsky, c'est quelqu'un qui a invité Rav Galinsky tout le temps chez lui à la maison quand il venait en France. Et c'est marqué qu'un jour, Rabbi Lazar, il est tombé malade. Et il est venu visiter, Rabbi Yochanan est venu le visiter. Rabbi Yochanan, il brillait. C'est marqué comme Adam Arishon. Tu veux savoir comment il était beau? Prends un verre en or, mets dedans des grains de grenade, entoure-le et tu mets ça au soleil, tu verras la lumière que ça va te faire. C'était ça la lumière de Rabbi Yochanan. Bref, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire. Il est rentré, il lui a dit pourquoi tu pleures, ça, c'est pas grave. Mais à un moment, il n'y a pas de lumière dans la maison. Alors il dévoile son bras et ça fait une lumière extraordinaire. Il demande à Rav Galinsky pourquoi il a besoin de dévoiler son bras pour éclairer la salle. Son visage ne n'éclaire pas la salle. Son visage n'était pas couvert. Il n'avait pas la Chochmat Adam, Ta'ir Panav, la sagesse. Hein, c'est une belle question. La sagesse d'un homme brille son visage. Il dit non. L'endroit de Tzniout, l'endroit qui est caché, il a beaucoup plus de lumière. Parce que l'endroit dévoilé, c'est autre chose. Et ça, il a quand même voulu faire quelque chose. Et il a fait Kibbout Avaim. Mais il est resté que sur l'extérieur. Il n'a pas attaché le cordon à l'intérieur. Alors ça ne valait rien du tout. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Tout était à l'intérieur. Un homme qui travaille sa pnimiout. Il faut savoir que dans la vie, celui qui travaille l'extérieur, au début, il a l'air d'être celui qui gagne, celui qui réussit. Mais que ce soit au niveau de la femme, quand elle est plus tsniout, moins tsniout, que ce soit au niveau de l'homme, s'il est plus discret ou plus moins discret, un homme qui fait des mitzvot et que lui, le but, c'est de faire la mitzvah, ou bien quand l'applaudit et quand on l'a pas assez applaudi, il crie, toutes sortes de choses comme ça. Dans tout le travail d'un homme, celui qui est extérieur, il prend la relève au début, il a la réussite. Mais après, à la fin, Vaïtsaak tseaka gdola umara. Esav, quand il a perdu les brachot, il a crié un cri énorme et amer. Écrire